Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mercredi 6 janvier 2021, ils sont les premiers à être vaccinés en Haute-Savoie. Des personnels de santé de plus de 50 ans ont reçu aujourd'hui la première dose du vaccin contre la Covid-19. C'est une campagne attendue qui a débuté à l'hôpital d'Annecy. Reportage à suivre. La crise peut-elle nous inciter à changer nos habitudes alimentaires? Les confinements, la limitation de nos déplacements nous ont parfois permis de découvrir ou redécouvrir de petits commerces et des producteurs à proximité de chez nous. Reportage à suivre. La première vaccination contre la Covid-19 a eu lieu le 27 décembre dernier en Seine-Saint-Denis. Les vaccins sont arrivés en Haute-Savoie hier soir. Les premières piqûres ont eu lieu en milieu de journée aujourd'hui à l'hôpital d'Annecy. Cette campagne est attendue face à une situation encore fragile dans les hôpitaux. L'épidémie se stabilise mais sur un plateau plutôt haut. 70 personnes sont toujours hospitalisées au centre hospitalier Annecy-Genevois, dont 9 en réanimation. L'activité non-Covid, elle, reprend petit à petit. Fanette de Buisson était sur place ce mercredi pour recueillir les premières réactions. Reportage. D'accord. Centre de prélèvement et vaccination, bonjour. Près de 10 000 vaccins sont arrivés ce mardi soir à l'hôpital d'Annecy. Dès aujourd'hui, les professionnels volontaires de plus de 50 ans ou avec un facteur à risque, rendez-vous en poche, se sont présentés au centre de vaccination situé dans le centre de prélèvement Covid. Une quinzaine pour cette première journée sous les projecteurs. Je suis là aujourd'hui pour me faire vacciner car c'est la meilleure prévention pour cette maladie. Donc je suis ravie que le vaccin soit accessible et je suis venue le plus vite possible. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et voilà, pour mettre un peu fin à tout ça, parce que ça commence à être long pour tout le monde. Voilà. 3 salles de consultation sont ouvertes dans les anciens locaux de l'école d'infirmière. La logistique pour ce vaccin est lourde. La pharmacie nous amène les vaccins en début de matinée, donc avant qu'on débute. Eux les ont au préalable décongelés pendant 3 heures de temps dans un frigo. Ils nous les amènent, nous on les met dans notre frigo, donc à température entre 4 et 5 degrés. Là, on peut les conserver 5 jours, 10 heures entre 2 à 30 degrés, donc à température ambiante. Et des conditions très spécifiques qu'on n'a jamais rencontrées avec aucun autre vaccin. On alimente les différents points de vaccination puisque le choix a été fait de tout de suite commencer la vaccination et de tout de suite le faire à l'échelle du département. Ce soir, il y aura eu les premières personnes vaccinées parmi les professionnels de santé au niveau du CHAL à Annemasse. Et depuis Annemasse, il y aura une distribution sur Sallanches et sur Thonon. Depuis le début de semaine, les demandes de rendez-vous affluent. Une centaine est déjà prévue jusqu'à lundi. Cadre de santé à l'hôpital, cette professionnelle est l'une des premières à bénéficier du vaccin. Je ne sais pas si je l'attendais, en tout cas j'étais décidée à me faire vacciner. Vérifier les risques d'allergie éventuels et les facteurs de risque du Covid, mais c'est tout. Très facile. Je crois qu'en tant qu'infectiologue et en tant que médecin, on attend tous de pouvoir offrir un traitement efficace. Et a priori, ce vaccin est efficace à 95%, donc il fallait qu'on puisse vacciner. Et maintenant que le centre est ouvert, on est ravis. On va essayer d'augmenter la cadence pour pouvoir proposer la vaccination à plus de monde. Dans la salle d'à côté, cette médecin généraliste du bassin annécien s'est aussi précipitée pour prendre son rendez-vous. Pour le grand public, il faudra encore un peu patienter. Sincèrement et clairement, il n'y a pas de problématique de dose. Dites-vous qu'une fois qu'on aura déjà utilisé 9700 doses de vaccins, si on réussit le tour de force à les consommer aussi vite que possible, on sera heureux. Et de toute façon, nous avons des modalités maintenant d'approvisionnement en vaccins qui sont très claires et très limpides. Et ce qu'on attend de nous, c'est que les professionnels de santé aient pu être vaccinés et puis que les EHPAD aient également pu être vaccinés. Et dans la foulée, après je ne vous donnerai pas une date exacte, vous le savez bien, mais en tout état de cause, fin janvier, démarrera une nouvelle phase, quoi qu'il en soit. Tous ces patients reviendront dans 3 semaines pour la 2e dose du vaccin. Dès demain jeudi, le Conseil de l'Ordre ouvrira également son propre centre de vaccination pour les médecins libéraux. Et la vaccination va également débuter dans les EHPAD au Savoyard, à commencer par l'EHPAD Saint-François de Sales d'Annecy, les services de soins de suite et de réadaptation du Change et l'EHPAD Baudelaire de Saint-Julien. En Savoie, cette campagne commence ce jeudi au centre hospitalier Métropole Savoie pour les professionnels de santé. 9600 vaccins ont été reçus. L'EHPAD du Cézallet-Dessous et des Charmilles à Chambéry et de Bellefontaine à la Chambre seront aussi les premiers à vacciner. Et
Et alors que cette campagne débute, une nouvelle souche du virus se propage, largement présente au Royaume-Uni qui se reconfine. Cette variante du Covid arrive en France. Une dizaine de cas seraient confirmés pour le moment, dont un en Haute-Savoie. Le patient positif à ce variant est un ressortissant britannique venu passer des vacances à Cluse. Nous ouvrons à présent une page consacrée à l'économie des stations de ski, avec ce soir 2 invités. D'abord Patrick Labrune en liaison avec nous. Merci d'être avec nous dans ce journal. Vous êtes le président du syndicat national des résidences de tourisme et vous avez écrit une tribune publiée dans le JDD pour réclamer des aides pour les stations et particulièrement pour les hébergeurs que vous représentez, qui sont justement précisément ceux dont vous avez voulu porter la parole dans cette tribune. Bonsoir. Je suis le président du syndicat national des résidences de tourisme qui exploite 650 résidences dans les massifs de montagne. Et j'ai également porté un message pour 200 villages de vacances de montagne, des hébergeurs professionnels dont les patrimoines immobiliers représentent 18% du bâti des stations, mais 34% de la fréquentation. C'est-à-dire que sans nos établissements commerciaux, professionnels, les stations seraient en grande partie désertes pendant les périodes de hors-saison. Quelle est la situation pour ces hébergeurs là au sortir des congés de Noël ? Alors, durant les congés de fin d'année, les villages de vacances sont restés fermés dans leur totalité, puisque les restaurants n'étaient pas ouverts, ce qui condamnait les villages de vacances à la fermeture. Et puis, pour ce qui concerne les résidences de tourisme, nous avons 200 établissements qui ont ouvert, malgré l'absence des remontées mécaniques, malgré les grandes vagues d'annulation de séjours que l'on a connues ces dernières semaines. Et environ 200 établissements ont ouvert avec un résultat très très décevant, malgré la neige et malgré une formule adaptée, puisque les résidences de tourisme, c'est un concept d'appart-hôtel avec des cuisines indépendantes, qui était parfaitement adapté à la crise et à la fermeture des restaurants. Et malgré cela, malgré la neige qui était présente dans les stations, nous avons perdu 80% de fréquentation par rapport à la fin d'année 2019 et 85% de notre chiffre d'affaires, parce que pour maintenir les réservations et empêcher qu'elles soient annulées, certains d'entre nous ont pratiqué des remises sur les tarifs. Donc la baisse de chiffre d'affaires est énorme, 85%, c'est assez dramatique pour notre secteur d'activité. Vous évoquez ces conséquences à court terme, mais dans votre tribune, vous expliquez aussi que vous craignez des conséquences à plus long terme. Quelles vont être ces conséquences sur le long terme ? Alors tout à fait. Notre secteur d'activité a 2 particularités. La première, c'est que nous avons des charges fixes qui sont très élevées, puisque nous louons des immeubles avec des loyers qui sont très importants, des charges immobilières de toutes sortes, de maintenance et des impôts locaux immobiliers. Et donc nos charges fixes sont considérables. Elles représentent jusqu'à 60% de notre chiffre d'affaires. Quand il n'y a pas de clients, ces charges sont incompressibles. Je ne parle même pas des charges salariales qui ne sont pas comptabilisées dans ce pourcentage. On a affaire à des charges très très élevées. Nos entreprises gèrent en moyenne une vingtaine d'établissements, une vingtaine de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Et donc les aides qui ont été mises en place et qui sont adaptées à des petites entreprises sont en revanche inadaptées à des entreprises ETI, de type ETI, ou des grandes entreprises qui représentent 50 à 100 millions de chiffre d'affaires, exploitent une vingtaine d'établissements chacune. Et donc, le risque, il est clair, il est de voir nos entreprises être défaillantes. Tout ce parc immobilier redevenir des résidences ou devenir des résidences secondaires et donc être occupé 2 à 3 semaines par an, là où nous en remplissons entre 20 et 25, avec un impact considérable sur toute la chaîne des acteurs économiques de la montagne, les commerces, les remontées mécaniques, les écoles de ski et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pourquoi nous avons voulu prendre la parole dans cette tribune et exprimer nos inquiétudes à long terme pour l'ensemble des stations de montagne.
Merci Patrick Labrune d'avoir été avec nous. On va continuer à parler justement de ces stations de ski. Nous poursuivons ce journal avec Laurent Reynaud que j'accueille sur ce plateau. Bonjour, Bonjour vous êtes Victoria. le délégué général de Domaines Skiables de France. C'est la chambre professionnelle des opérateurs de domaines de ski. Vous êtes avec nous à la veille de ce qui devait être probablement la date de réouverture des domaines skiables. Le gouvernement ne semble pas enclin à vous en dire plus, en tout cas pas avant demain soir. Quel est votre sentiment sur cette situation aujourd'hui ? On vit une situation ubuesque, vous avez raison, le gouvernement semble avoir la main qui tremble. On veut y voir la marque d'une interrogation par rapport à cette poursuite de la fermeture qui à un moment donné filtrait et qui semble peut-être nous être évitée, je ne sais pas. En tout cas, qu'à la veille d'un si important rendez-vous qui avait été donné comme une date de réouverture, on n'a absolument aucune information sur ce qui aurait été décidé ce matin en Conseil de défense pour les acteurs économiques, pour nos salariés, pour tous les passionnés du ski qui nous écoutent. C'est quelque chose de difficilement compréhensible. Mais plus incompréhensible encore serait la décision d'une éventuelle poursuite de la fermeture, alors même que le cœur de la saison approche et que si on ne peut pas rapidement ouvrir les remontées mécaniques, eh bien, il ne sera bientôt plus intéressant du tout de les ouvrir. Une station, ça n'est pas comme une voiture qu'on démarre en tournant la clé. Ça nécessite, et Patrick Labrune l'a bien rappelé, plusieurs semaines de commercialisation, des embauches. C'est quand même un grand navire qu'on met en route. On l'a mis en sommeil temporairement à Noël pour des raisons qui nous ont été expliquées, qu'on peut éventuellement contester, mais qui étaient là. La question de la transhumance avec beaucoup de gens qui allaient se rendre pour les fêtes de fin d'année en station. La question réelle au mois de novembre, on le sait, de nos hôpitaux qui étaient véritablement au front pour traiter les cas de Covid. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'accidentologie du ski qu'il pourrait y avoir en janvier, avec une fréquentation qui de toute façon est de très basse saison, avec une clientèle étrangère qui pèse habituellement 30%, qui sera inexistante, puisque nos Britanniques, par exemple, première clientèle étrangère, sont confinés pour 2 mois. Enfin, on voit bien qu'il n'y a plus de bonnes raisons pour maintenir les remontées mécaniques fermées. Il faut donc les ouvrir. Vous expliquez que pour préparer les vacances de février, qui sont vraiment la période importante pour les stations, il faudrait ouvrir en fait dès maintenant ? Absolument. Si on n'ouvre pas dès demain ou la semaine prochaine, en réalité, on ne pourra plus ouvrir du tout. Les résidences de tourisme, mais il en va de même des opérateurs de remontées mécaniques que je représente, ont des niveaux de charges fixes très élevés, si bien que si on n'a pas la possibilité de les amortir sur une période d'exploitation un tout petit peu longue, quelques mois suffisent, on ne pourra pas ouvrir début mars, c'est-à-dire ça n'aurait aucun sens. Et on serait les premiers à le regretter et les conséquences seraient dramatiques, non seulement sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi parce que dans cette affaire, on s'attaque à la trame même du tissu socio-économique de nos territoires. En Savoie, en Haute-Savoie, mais aussi en Isère ou dans les Alpes du Sud, les territoires entiers vivent de l'économie du ski. C'est un écosystème. Les remontées mécaniques, les résidences de tourisme, mais il y a tous les commerces, les écoles de ski. On voit jusqu'à quel point les dépenses touristiques, 10 milliards de dépenses touristiques en seulement 4 mois habituellement chaque hiver, dont une bonne partie d'étrangers, eh bien, ces dépenses ruissellent jusqu'à Annecy, jusqu'à Chambéry, pour tous les services qui sont proposés aux entreprises qui, elles, sont basées en station. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan des pertes qui ont été enregistrées pour les vacances de Noël ? C'est effectivement facile de faire le bilan puisque nous avons fait 0 recette à Noël, nous, opérateurs de remontées mécaniques. Il en a été de même évidemment des restaurants et des bars. Et les chiffres publiés par l'Association des maires de stations de montagne font état de 70% de baisse de fréquentation à Noël et d'une baisse de l'activité entre 80 et 90%, parce que cette fréquentation résiduelle qui est venue en station, et tant mieux, elle n'a pas pu consommer ni remontée mécanique, ni location de ski alpin, ni cours de ski alpin, etc., etc. Et donc, pour l'emploi des territoires, c'est un bilan mortifère. Il ne faut pas imaginer qu'on pourrait continuer à faire vivre une économie de montagne sans le ski alpin. J'ai coutume de dire que le tout ski est fini, mais on fait la triste démonstration ce Noël que sans le ski, tout est fini.
Vous avez mis en avant un protocole sanitaire très travaillé, le fait que le ski est une activité de plein air. Aujourd'hui, est-ce que vous avez de nouveaux arguments pour essayer de faire pencher le gouvernement en faveur d'une réouverture? Alors, ce protocole, il est d'autant plus important qu'on fait partie des rares professions à avoir réussi non seulement à faire valider un protocole par le Centre interministériel de crise, mais en plus à avoir établi, et en fait nous sommes les seuls à l'avoir fait, un protocole à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des protocoles en silo, chacun de notre côté. On a véritablement, au niveau de l'ensemble du territoire, support de stations, et en particulier s'agissant des centres de dépistage à mettre en place pour accueillir la population touristique et la population saisonnière, un protocole exhaustif a été mis en place. Et il a été validé par le Centre interministériel de crise. C'est donc que nous sommes en capacité d'accueillir correctement et dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes les vacanciers. Vous rappelez que le ski est une activité de plein air, il faut effectivement le dire. Je vois des stations suisses qui sont ouvertes, je n'ai pas vu de cluster. Je vois des stations espagnoles, maintenant depuis le début de la semaine, les stations andorranes qui sont ouvertes. Je n'ai pas vu de catastrophe sanitaire. Vous m'expliquiez en préparant cet entretien que cette fois-ci, vous n'avez vraiment aucune information n'a filtré sur ce qui va être annoncé demain par le gouvernement. Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous avez envisagé le pire des scénarios, peut-être une non-ouverture totale pour cette saison? On n'est jamais préparé à un scénario comme celui-ci. Néanmoins, en tant qu'entrepreneur, ce scénario qui semblait improbable il y a quelques semaines devient effectivement possible. On fait tout pour le rejeter. Et ce ne sont pas les indemnisations dont nous discutons en ce moment qui peuvent nous faire changer d'avis. D'ailleurs, on nous avait promis une réouverture le 7 janvier qui peut véritablement accorder du crédit à des promesses dans ces conditions-là. Le meilleur moyen, tant pour le contribuable que pour les salariés, que pour les acteurs du territoire, c'est la réouverture des remontées mécaniques. Merci beaucoup Laurent Reynaud, on suivra de près ces actualités avec vous. Merci d'être venu nous voir sur ce plateau. On continue à parler de l'épidémie qui a des conséquences aussi pour les jeunes. Précarité, isolement social, cours à distance. Les étudiants doivent s'adapter à ce contexte comme ils le peuvent. Mais avec cette crise, difficile de se projeter dans l'avenir, de décrocher un stage ou de conserver un job étudiant parfois essentiel. Lorena Bordiec a rencontré des étudiants du campus Jacob Belcombette. Reportage. C'est un des seuls cours en présentiel pour ces étudiants en psychologie du campus Jacob Belcombette à Chambéry. Avec la crise sanitaire, ils ont plus de difficultés à trouver un stage où ils craignent de se le voir refuser. Ils ont du mal à anticiper leur avenir. Il y a beaucoup de gens dans ma promo qui ont du mal à avoir des stages. Moi, j'ai de la chance parce que mon stage est toujours normalement validé. Enfin, on croise les doigts, quoi. On ne sait pas encore si ça va être du télétravail, si ça va être du présentiel. C'est un peu, on vit dans l'incertitude, quoi. Non, je pense que c'est important de parler un peu des étudiants parce que c'est compliqué au niveau moral. Psychologiquement, c'est compliqué pour beaucoup, il y a beaucoup d'isolement social et tout ça. Certains ont perdu leur job étudiant ou ont été mis au chômage partiel. À côté de la fac, j'avais un job étudiant, si on veut appeler ça comme ça, en salle de sport. Comme ça a fermé, du coup, on nous a mis en chômage partiel et je perçois 75% de mon salaire tous les mois. Donc ça a impacté un peu la vie, forcément, mais faut faire avec. J'ai touché l'allocation pour l'aide au logement et l'aide de 150 € qu'a donné l'État, et ça fait du bien, quand même. Les étudiants étrangers ne sont pas épargnés. Certains, comme Ednar, espéraient trouver un travail en arrivant pour subsister à leurs besoins. Ma situation n'est pas si précaire que ça, mais je suis quand même dans une situation de précarité. Parce que j'ai des difficultés à pouvoir trouver du boulot, j'ai pas d'argent. D'où les difficultés de pouvoir trouver des finances, pouvoir faire des provisions. Donc ça m'arrive ça m'arrive de temps en temps d'être en difficulté financière. L'université Savoie-Mont-Blanc propose différentes solutions pour aider ses étudiants dans cette période difficile. Un prêt de matériel est possible pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion Internet et des aides d'urgence peuvent être débloquées. Il est possible de faire une demande pendant les vacances scolaires. Cette crise sanitaire a-t-elle des aspects positifs? Elle aura eu en tout cas un impact sur nos habitudes de consommation alimentaire. Selon un récent sondage, 73% des Français ont davantage envie de consommer responsable, s'approvisionner en circuit court, privilégier le marché plutôt que le supermarché. Ces nouvelles habitudes vont-elles durer? Élément de réponse en images.
Marchés, enseignes bio ou épiceries zéro déchet, tous ont vu leur fréquentation augmenter depuis le premier confinement en mars. Selon une enquête Opinionway réalisée auprès de plus de 2000 personnes, si 80% des acheteurs privilégient les enseignes généralistes, hyper et supermarchés ou encore supérettes, le recours aux lieux spécialisés augmente. C'est ce que constate ce gérant d'une épicerie zéro déchet de Haute-Savoie. Je pense qu'il y a eu un gros boost consommation locale sur ce premier confinement notamment. En plus, il a fait globalement beau, surtout dans la région. Les gens sont allés directement chez les producteurs, on est beaucoup sur les marchés, voir les producteurs. Donc c'est une prise de conscience de ce côté-là. Rapport au zéro déchet, je ne sais pas, parce qu'on a aussi vu ressurgir avec cette crise sanitaire tous les objets à usage unique. Donc ça balance un peu. Et après, c'est toujours ce qui est compliqué à savoir, c'est savoir si ça va vraiment durer. Tout le monde peut adapter son comportement pendant quelques mois et reprendre ses habitudes après. Donc c'est compliqué de savoir si vraiment ça va durer. En effet, la question se pose. Ces nouvelles habitudes vont-elles s'installer durablement ou sont-elles ponctuelles ? Des chercheurs de l'université Savoie-Mont-Blanc ont mené une enquête pour tenter d'apporter des réponses. Parmi ceux qui ont essayé des nouvelles choses, 2/3 ont bien l'intention de continuer. Les habitudes d'approvisionnement, c'est assez stable, assez rare qu'on change. En fait, une fois que c'est en place, c'est vraiment des choses qui changent sur le long terme. Et là, à l'occasion d'un bouleversement finalement des habitudes, c'est l'occasion soit d'essayer des choses nouvelles dont qu'on avait envie d'essayer et on s'y met, soit on est forcé de changer, donc on va voir ce qui se présente un peu plus près. On va peut-être substituer, éviter la proximité physique, mais du coup la remplacer par une certaine proximité géographique. Après, c'est pas un raz-de-marée. Ça ne veut pas dire que les grandes surfaces sont désertées, pas du tout. On est plutôt dans une diversification d'une mode d'approvisionnement plutôt qu'un changement radical, si on peut dire. Les consommateurs qui se sont tournés vers les circuits courts ou vers les marchés évoquent la qualité des produits, leur proximité et leur diversité. Ceux qui privilégient toujours les grandes enseignes généralistes le font pour leur part plutôt par défaut, parce que c'est le lieu le plus proche de chez eux ou parce que cela correspond à leurs habitudes. Reste donc à savoir si ces habitudes vont encore évoluer en ce début d'année. Un mot de ski avant de refermer ce journal. La station de Valseny en Haute-Maurienne accueille pendant 2 jours la Coupe d'Europe hommes de slalom. Les courses se déroulent bien sûr à huis clos. 2 remontées mécaniques ont été ouvertes pour l'occasion. Au total, la compétition rassemble près de 100 participants représentant 15 nations. Au terme de cette première journée, le Britannique Laurie Taylor s'est imposé devant le Suisse Dionis Kippel. L'Allemand Fabien Himmelsbach complète le podium. On compte 3 bleus dans le top 15. Théo Letit d'Isola 2000 termine 5e. Il conserve son statut de leader du classement de la Coupe d'Europe en slalom. Augustin Bianchini de Méribel termine 6e. Quant à Paco Rassa, le skieur de Haillon-le-Jeune, il se classe 11e. Le local de l'étape, le jeune espoir Sacha Dimier-Chambet, n'a pas terminé la course. Le 2e slalom en 2 manches aura lieu ce jeudi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez Emmanuel Jaude pour un nouvel épisode de Panorama, toujours consacré aux activités nordiques. Je vous souhaite une belle soirée sur 8 Mont Blanc et je vous dis à demain.